Bonjour belle âme et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Harmonisons. Aujourd'hui, on va parler d'être indulgent avec soi-même. Comment sortir de la dureté qu'on peut avoir parfois avec soi, sortir de cette pression qu'on s'impose, de ces injonctions qu'on se fixe et de toutes ces pensées dévalorisantes qui peut parfois nous oppresser et faire baisser notre estime de nous-mêmes et faire passer des moments très désagréables quand on est seul avec soi-même. Cet épisode, il est particulièrement pour toi si tu as la tendance à être au contraire avec les autres extrêmement indulgente, extrêmement bienveillante, gentille, présente, soutenante, positive. Et que ce contraste et ce paradoxe entre ce que tu donnes aux autres et ce que tu n'arrives pas à donner à toi, ça t'énerve. Et tu as vraiment envie d'harmoniser ta relation à toi-même pour qu'elle reflète ces belles capacités humaines dont tu es capable. Donc reste jusqu'au bout de l'épisode, écoute bien tout ce que j'ai à te dire. On va voir différents angles à travers lesquels comprendre cette situation et en sortir. Les bénéfices de nouer une relation plus bienveillante avec toi-même, c'est que tu vas pouvoir te sentir beaucoup plus confiante au quotidien, beaucoup plus apaisée aussi, beaucoup plus sereine. Il y a un certain niveau de détente, de relaxation et d'estime de toi qui peut se mettre en place à partir du moment où tu invites cette bienveillance et cette douceur dans ta vie. Donc, prends de quoi noter si jamais ce sujet t'intéresse. Et c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut savoir que la relation à toi-même, elle se crée dans l'environnement dans lequel tu te développes. Depuis la toute petite enfance jusqu'à l'adolescence, la fin de l'adolescence, la manière dont les adultes autour de toi te traitent et dont la plupart des gens autour de toi te traitent, ça peut être aussi des personnes du même âge que toi, ça va façonner une représentation que tu as de toi-même et aussi un comportement relationnel. C'est au cours de ces différents âges de ta vie qu'il va y avoir certaines étiquettes qui vont être collées sur toi, certaines remarques qui vont être faites de manière régulière. Et si parmi ces remarques, il y a beaucoup de choses assez négatives qui sont dans le rejet de certaines expressions que tu peux avoir par moment, de ta façon d'être, de ta façon de te comporter, des résultats que tu as dans ta vie, si ces remarques sont des reproches dévalorisantes, elles vont ancrer au fur et à mesure cette vision négative de toi et elle va s'installer. Au-delà de la vision de soi, il y a aussi l'estime de soi, le sens de ta valeur qui peut être affecté par cet environnement dans lequel tu te développes. Il y a aussi d'autres notions importantes qui touchent à la relation avec soi. Est-ce que tu t'es senti aimé de ton entourage quand tu t'es développé, ou est-ce que, au contraire, tu as senti que il fallait faire beaucoup de choses et être beaucoup de choses très spécifiques pour avoir le droit de ressentir de l'amour, du soutien, de l'encouragement, de la reconnaissance. Est-ce qu'il fallait te battre pour avoir de l'amour ou est-ce que c'était quelque chose qui t'était donné de façon assez inconditionnelle? Est-ce que tu as senti que tu pouvais être dans une safe place avec les adultes autour de toi et les personnes, les autres enfants, les autres ados autour de toi? Ou est-ce qu'il fallait porter un masque? Est-ce qu'il fallait avoir une armure? Ou au contraire, se mettre en dessous et laisser l'autre prendre sa place et briller? Maintenant, en termes de respect, est-ce que tes besoins étaient perçus, reconnus et nourris quand tu t'es développé? Ou est-ce que souvent tu te retrouvais triste, en colère et il n'y avait pas vraiment de résolution? On t'a pas aidé vraiment à comprendre ce que tu vivais et à t'apporter les ressources dont tu avais besoin à ce moment-là. Si autour de toi, les adultes se sont trouvés souvent plus à te critiquer pour les besoins que tu n'arrivais pas forcément à exprimer, mais qu'ils ne reconnaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas la possibilité de nourrir, c'est possible qu'en fait, tu aies reproduit ces comportements-là à l'intérieur de toi. Donc, toute cette conception de toi-même, cette image de toi, cette estime de toi, et aussi cette relation d'amour et de respect avec toi-même, elle vient de quelque part.
Elle vient souvent de ton histoire et très souvent, si autour de toi, les personnes t'ont maltraité, c'est souvent qu'elles aussi avaient vécu ça ou étaient en train de le vivre à ce moment-là. C'est possible que, par exemple, dans ton foyer, tu aies été témoin, par exemple chez tes parents, de disputes récurrentes et de manque de respect, de dévalorisation, d'expression de désamour, de rejet, plutôt que ce sentiment de soutien mutuel, de solidarité, de compréhension, d'unité. Donc la discorde que tu as pu percevoir chez toi, c'est possible que tu sois en train de la reproduire à l'intérieur de toi. Qu'il y ait des parts de toi qui sont jugées acceptables et d'autres qui sont jugées condamnables. Et ça, c'est un mécanisme de développement chez l'animal social que nous sommes, les êtres humains. C'est un mécanisme de développement tout à fait naturel, le fait de dire il y a des choses qu'on a le droit d'exprimer en société et il y a des choses qu'il faut réprimer. Le problème, c'est quand ces choses qu'on doit réprimer sont en fait des phénomènes tout à fait naturels qui devraient avoir le droit d'exister pour qu'on puisse se sentir bien dans notre peau. Donc la première chose, la première clé que j'ai envie de transmettre aujourd'hui dans cet épisode, c'est vraiment que tu n'as pas à te traiter comme les personnes qui t'ont blessé par le passé. Je répète, tu n'as pas à te traiter comme les personnes qui t'ont blessé par le passé. Donne-toi la permission de rendre ce comportement aux personnes qui les ont eus à une époque, peut-être même aujourd'hui, dans le présent, des personnes qui continuent de te blesser aujourd'hui ou qui te négligent. Rends-leur la responsabilité de ces comportements, ça leur appartient. Ils ont choisi ou ont subi ces comportements-là et les ont reproduits. Mais toi, aujourd'hui, tu peux décider de reprendre ta liberté sur le comportement et la perception que tu veux avoir de toi-même. On reviendra plus tard dans une autre clé sur ce qui pourrait rendre difficile d'incarner cette nouvelle posture. Mais pour pouvoir déjà commencer le travail, commencer le changement, commencer à amener de la bienveillance avec toi-même, encore faut-il pouvoir le décider. Et donc, par conséquent, vraiment faire la part des choses entre ce qui appartient à l'autre et ce qui t'appartient à toi et ce que toi tu veux créer. Donc, rentrons un peu dans ce détail de qu'est-ce qui appartient à l'autre pour que tu puisses commencer à vivre cette diffusion, cette désintrication de ces comportements et de cette perception et de commencer à identifier d'où viennent ces injonctions que tu as internalisées. Ces injonctions qui t'oppressent et qui te plombent. Bien sûr, on ne parle pas de choses qui sont constructives et que c'est important de garder un certain niveau de discipline et de maîtrise dans sa vie. Là, je te parle vraiment des injonctions qui te pourrissent la vie. Et n'hésite pas à mettre sur pause cet épisode, juste pour noter quelques-unes de ces injonctions qui reviennent très souvent. Et juste après, je vais te poser quelques questions pour que tu puisses identifier leur origine. Ok, donc là, tu as noté certaines injonctions qui revenaient souvent et qui te plombent, qui t'oppressent, qui t'empêchent d'être libre ou en paix quand tu es avec toi-même ou vis-à-vis de toi-même. Et là, la question, ça va être de te demander, par exemple, est-ce que ce sont des valeurs qui t'ont été inculquées par ta famille? Est-ce que c'est dans le comportement de tes parents, par exemple, ou de tes frères et sœurs, de tes oncles, des tantes, des personnes qui sont vraiment dans ton cercle familial? Est-ce que c'est elles qui avaient aussi ce comportement-là de réprimer, de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, d'être dur à ces différents endroits. Par exemple, tu dois être parfaite, fais pas ci, fais ça à la place. Euh, non, mais tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'être faible, dépêche-toi, t'es trop lente, fais mieux, t'es maladroit. Voilà. Est-ce que c'est des personnes de ta famille qui ont ce comportement et qui se comportaient peut-être comme ça avec elles-mêmes ou entre elles?
Ensuite, est-ce qu'il y avait peut-être dans ces injonctions-là, finalement, certaines idéologies qui s'inscrivent dans des mouvements culturels, sociaux? Est-ce que ça appartient à une culture particulière? Est-ce que c'est la culture française? Est-ce que si tu as des origines d'ailleurs, est-ce que ça vient d'une autre culture? D'où viennent cette idéologie-là? Qu'est-ce que ça sous-tend? Est-ce que ce sont des valeurs qui sont présentes dans la société, ici, dans laquelle tu as grandi? Ou est-ce que c'est des valeurs qui appartiennent à la société dans laquelle tes parents ont grandi? Ça peut être une question d'époque, de génération aussi. Est-ce que c'est des valeurs qui t'ont été communiquées à l'école, à l'université, ou dans des formations que tu as suivies plus tard? Prends un instant pour dézoomer un peu et te demander quelle idéologie est en train d'être défendue à travers ces injonctions. Est-ce que c'est que, par exemple, la productivité est plus importante que le bien-être? Est-ce que c'est que il faut souffrir dans la vie pour avoir le droit d'exister? Parce que la vie, c'est dur. Est-ce que c'est que l'imperfection et la vulnérabilité sont des tares qu'il faut gommer pour être un être toujours plus parfait et accompli? Est-ce que c'est une idéologie qui dit qu'il faut se dépêcher de faire les choses, sinon on perd des opportunités? Est-ce que c'est une idéologie où les émotions sont des choses irrationnelles qu'il ne faut pas écouter ni exprimer, car c'est une forme de faiblesse ou de bêtise? Et maintenant que tu as clarifié un peu ça et que tu commences à voir pas seulement les injonctions, mais même les conséquences et les systèmes qu'elles sous-tendent, ces injonctions, ce qu'elles commencent à générer si on les applique à une échelle plus grande en tant que société, maintenant, toi, tu vas pouvoir te demander, est-ce que c'est le monde dans lequel je veux vivre? Est-ce que ce sont des valeurs et des idéologies que je cautionne? En fait, tu vas te demander quelles sont en fait tes valeurs. Dans quel monde est-ce que toi tu veux vivre? Et à la place de ces injonctions-là, quelles seraient les nouvelles règles, les nouvelles valeurs que toi tu aimerais cultiver dans ta relation avec toi-même? Et par extension, quel est l'exemple que tu veux donner dans la société à laquelle tu voudrais appartenir? Prends un instant pour mettre sur pause et noter ce qui te vient. Par exemple, tu pourrais avoir une idéologie qui dit plutôt le bien-être est aussi important que la productivité, que les résultats. Voire le bien-être est plus important que la productivité, les résultats. Tu pourrais avoir l'idéologie que la vie peut être douce et qu'aujourd'hui, les conditions de nos époques actuelles peuvent nous permettre de vivre de la douceur dans cette vie. Tu pourrais avoir comme idéologie que les imperfections, la vulnérabilité font partie de l'expérience humaine. C'est OK d'avoir des imperfections et des vulnérabilités tant qu'elles ne nous empêchent pas d'exprimer nos forces et nos talents à d'autres endroits. Tu peux dire aussi que les imperfections ne sont pas des fatalités et qu'il est toujours possible d'apprendre et de s'améliorer un pas après l'autre. Je pourrais dire que la perfection et l'accomplissement, c'est des termes qu'on a besoin de définir par soi-même, qui sont subjectifs et que chacun a besoin de fixer pour soi. Je pourrais dire que la vie est pleine d'opportunités et que tu peux les saisir tout en prenant le temps de faire des pauses. Tu pourrais dire que les émotions sont une forme de sagesse naturelle, instinctive, et qu'en apprenant à les écouter, on peut avoir une lecture encore plus complète de la réalité. Et une fois que tu as listé ces différents éléments qui sont beaucoup plus en accord avec tes valeurs ou qui sont beaucoup plus en accord avec tes besoins qui n'étaient pas nourris jusque-là,
Là, tu vas pouvoir même te demander, est-ce que c'est bien dans ce type de monde que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est avec des personnes qui partagent cette idéologie-là que j'ai envie de me connecter et de continuer l'aventure de ma vie? Bravo à toi. Si tu joues le jeu, cet exercice, c'est pas forcément facile et ça montre que tu es hyper déterminé à faire évoluer la situation. Donc bravo à toi. Si jamais tu as du mal et que justement tu sens qu'il y a un poids, qu'il y a un blocage à l'intérieur de toi qui t'interdit de penser différemment quand il s'agit de te voir, te percevoir avec plus de bienveillance, plus d'indulgence, plus de douceur, c'est peut-être qu'il y a en fait des traumas qui sont encore actifs, liés à tout ce que tu as pu vivre par le passé et de ce que tes parents et autres ancêtres ont pu vivre par le passé. Et donc, ces traumas sont en fait encore stockés sous forme de mémoire émotionnelle, conceptuelle et comportementale. Donc, ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de toi, dans ton corps, il y a encore l'empreinte de toute la douleur que ça a été de recevoir ces injonctions-là. Et il y a conceptuellement un verrou qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, comportementalement, ce qui se passe, c'est que ça dit tu dois rester avec cette souffrance-là. Cette souffrance, d'une certaine manière, ton inconscient se dit tu la mérites, cette souffrance. Ou encore, le monde ne peut pas être autrement. Ça sert à rien de rêver. C'est comme ça, c'est pas autrement. La vie, c'est ça. Si on n'applique pas ça, on ne peut pas survivre. Si on n'applique pas ça, les gens vont nous rejeter. Si on n'applique pas ça, les gens vont nous juger, vont nous punir, vont nous blesser. Et donc, ça vient révéler quelque chose, c'est que là, il y a un mécanisme profond d'adaptation à un environnement qui a été maltraitant ou négligent. Et par conséquent, il y a cette construction qui est en place. Et cette construction, elle ne va pas se défaire en deux, trois décisions. Tu vas avoir besoin d'un accompagnement. Que ce soit un auto-accompagnement si tu as les clés, mais c'est vraiment pas facile à faire seul. Et c'est mon métier et ça m'arrive d'avoir des zones où moi-même, j'arrive pas à accéder et moi-même, je peux faire appel à des thérapeutes, des accompagnants. Donc, si tu n'as pas été formé à la guérison des traumas et que tu n'as pas d'outils actuellement pour t'accompagner, il va falloir passer par un accompagnant qui va pouvoir créer un espace de sécurité dans lequel tu vas pouvoir expérimenter le fait d'être dans l'observation de cette lutte interne, dans l'observation de ces émotions de rejet qu'il y a envers des parts de toi. Et on ne va pas juger et condamner et chercher à transformer à tout prix dans un premier temps ces parts qui jugent, parce que ce sont des parts protectrices. Ce sont des parts qui ont appris qu'il n'y avait que comme ça que tu pouvais t'en sortir dans la vie. Et peut-être que c'est une croyance et un mécanisme qui a été transmis de génération en génération. Et peut-être que ça avait un sens à un moment donné. Quand on réfléchit, il y a deux, trois générations en arrière, le confort de vie était très différent. La conscience des besoins psychologiques de l'être humain était inexistante. Donc on a vraiment des comportements qui sont hérités aussi d'époques pas si lointaines que ça, où c'était finalement fonctionnel de rejeter ses parts de soi. C'était peut-être pas agréable, mais c'est ce qu'il y avait de mieux. Mais aujourd'hui, on vit à une époque, en 2025, où il y a un confort de vie et une liberté d'être et d'exister qui est considérable par rapport aux générations précédentes. On a des challenges, on a des difficultés, il y a des difficultés sur le plan matériel. Alors, je ne suis pas en train de les nier, mais il y a aussi des améliorations sur le plan matériel et il y a des améliorations en particulier sur le plan psychologique, spirituel, dans l'accès à des ressources et des compréhensions qui nous permettent de nous autonomiser et de faire des choix dans notre vie qui dévient des héritages transgénérationnels et familiales.
On a la possibilité aujourd'hui de pouvoir beaucoup plus s'émanciper, se développer en dehors des ressources que la famille avait. Et ça, c'est notamment grâce à Internet, notamment grâce au développement numérique, notamment grâce à l'éveil de conscience autour des travaux qui ont été faits au cours de ces quelques dizaines d'années et même actuellement, en ce moment, il y a des belles recherches qui sont en train d'être faites autour du fonctionnement de l'être humain qui nous permettent de comprendre beaucoup mieux en fait pourquoi il y a certains problèmes dans cette société actuellement, pourquoi le mode de vie qu'on a aujourd'hui peut être si oppressant aussi parfois euh, et va amener la dureté dans laquelle toi aujourd'hui tu sens que t'étouffes quoi. Donc en thérapie, tu vas avoir la possibilité, en fonction de l'approche de l'accompagnant, si c'est un accompagnant qui a l'habitude de travailler sur les traumas, c'est quelqu'un qui va souvent prendre le temps de légitimer les émotions que tu ressens, y compris celles que tu juges toi-même être mauvaises. Toutes tes émotions ont une place, ont une raison d'être, et elles peuvent parler de choses qui sont en train de se passer dans le présent, qui ne sont pas OK pour toi, et elles peuvent être en train de parler de choses qui se sont passées par le passé et qui n'étaient pas OK pour toi et dont ton corps se souvient encore et croit que c'est toujours en train d'arriver. Donc, guérir tes traumas, guérir ta relation avec toi et ta perception de toi-même, c'est quelque chose qui peut te permettre de développer cet amour, cette bienveillance auquel tu n'as pas eu accès à certains moments de ta vie, des moments cruciaux où tu étais en train de te développer, où tu es en train de développer l'image, l'estime de toi, en train de développer le modèle de relation qu'on allait avoir avec toi, que toi, tu aurais le droit d'avoir avec toi-même. Tu étais en train de poser ces bases à ce moment-là de qu'est-ce qui est OK, pas OK, dans la manière dont tu vis ta vie et dont tu peux être traité, et dont tu peux t'exprimer et prendre ta place. Qu'est-ce que tu as le droit de ressentir, pas ressentir, faire, pas faire, dire, pas dire, qu'est-ce que tu as le droit de penser ou pas. Tout ce calibrage, cette construction, elle peut être déconstruite à travers un accompagnement thérapeutique et te permettre en fait derrière de construire du coup un nouveau rapport à toi, une nouvelle conception de toi qui va être plus réaliste, qui va être plus adaptée, qui va être plus fonctionnelle. Maintenant, en dehors de la thérapie, il y a encore deux clés qui sont importantes que j'ai envie de te transmettre. La première, c'est que quand on est dur avec soi-même, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas bien la condition humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe énormément, que moi, en tout cas, je vois autour de moi dans la manière dont les uns et les autres peuvent se traiter parfois dans les moments de tension et de conflit. C'est qu'on a du mal, en fait, à avoir de la curiosité pour ce que l'autre ressent et pourquoi, quelles sont ses intentions réelles. Quel est le besoin que la personne essaye de nourrir à travers le comportement peut-être inadapté, violent, négligent, tragique, maladroit. Qu'est-ce que la personne essaye de faire? Qu'est-ce que la part animale d'elle-même essaye de faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment? Car les mots qu'on emploie et les comportements qu'on a sont motivés par des choses qu'on appelle les besoins. Et du coup, l'auto-rejet ou le rejet de l'autre va souvent apparaître dans le fait de ne pas reconnaître un besoin ou de ne pas se donner le droit d'avoir ce besoin-là. Donc, par exemple, si je prends le cas où tu as de la facilité à donner du soutien, de l'encouragement, de la valorisation à tes proches, mais que tu ne t'autorises pas à toi te valoriser, à toi t'encourager, à toi t'apporter du soutien, mais qu'au contraire, tu te dévalorises. Au contraire, tu te décourages en disant que de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. Que au lieu de t'apporter du soutien, tu t'abandonnes, tu te rejettes. Dans ces cas-là, c'est qu'il y a eu cet apprentissage que moi, j'ai pas le droit à ça. Les autres, c'est OK, mais moi, j'ai pas le droit. Donc là, dans ce cas-là, la thérapie, ça peut vraiment être un moyen de te libérer. Maintenant, il y a un autre cas de figure, c'est que en fait, il y a un besoin qui est pas compris, ni chez l'autre, ni chez toi.
Et donc là, c'est vraiment comme une zone d'ombre, un angle mort, dans lequel, en fait, du coup, ça peut générer beaucoup de stress et d'anxiété parce qu'il y a une incompréhension. Pourquoi les gens se comportent comme ça? Pourquoi est-ce que moi, je ressens ça? Qu'est-ce qui se passe? Et notamment, un des besoins qui est fondamental et avec lequel je travaille beaucoup dans mes accompagnements et les formations que je donne, c'est le besoin de régulation émotionnelle, le besoin de régulation du stress, le besoin de régulation du système nerveux. Le système nerveux, c'est le lien entre le corps et l'esprit, et c'est la partie de toi qui gère toutes les fonctions de ton corps. C'est l'incarnation matérielle, organique de ton inconscient. Et ce système nerveux-là, il a différents états, il a différents modes, et en fonction du mode dans lequel il se trouve, ses besoins sont différents. Quand le système nerveux est dans un état qu'on dit ventral, il est détendu, il est relaxé, il est connecté au monde, il est connecté à soi, il est dans la présence, il est dans l'appréciation, dans la joie, dans le plaisir. Et ça se passe parce qu'il se sent en sécurité. Mais s'il y a un danger qu'il perçoit, que ce soit un danger réel ou imaginaire, le système nerveux se met en mode alerte. Et là, il va passer dans l'état d'hyperactivation. Il va être en tension, en vigilance, en alerte. Il va être sur le qui-vive. Il va être dans l'action, dans l'urgence, pour essayer de fuir le problème, le danger, ou pour le combattre, ou essayer de l'apaiser. C'est ce qu'on va voir par exemple dans le comportement de people pleasing, quand on ne peut pas s'empêcher de faire plaisir aux autres parce qu'on a peur du conflit, on a peur de la critique, on a peur des émotions fortes que l'autre pourrait ressentir, les émotions désagréables. Donc c'est pas juste je suis altruiste, j'aime faire du bien aux autres, c'est je leur fais du bien pour pas qu'ils m'agressent, en gros, ou pour pas qu'ils agressent les autres. Donc c'est un comportement de défense. La procrastination, par exemple, ça peut être un comportement de fuite. Donc, par exemple, si jamais toi, tu te juges et que tu es dur envers toi-même parce que ça fait longtemps que tu laisses traîner une tâche qui doit être faite depuis longtemps, et en fait, tu te juges et tu dis que tu es nul parce que tu n'avances pas et tout ça. Et en fait, si ça se trouve, c'est juste que là, la perception que tu as de la tâche à faire et l'image que tu as de toi-même dans tes capacités à pouvoir régler ça victorieusement, euh, elle est faible. Donc, tu as une perception que tu vas pas être capable de gérer ça ou que gérer ça va être source de danger, d'inconfort trop intolérable pour ton système nerveux. Donc, lui, il dit autant fuir la situation car je ne sais pas la gérer. L'agressivité, l'attaque, c'est un mode, c'est le mode, c'est toujours dans le mode de l'hyperactivation du système nerveux, mais ça pourrait être quelque chose de positif si tu l'orientes de manière constructive pour passer à l'action. Mais quand on n'a pas bien conscience de ce mode du système nerveux et que ce mode-là est activé, cette agressivité, elle peut se retourner contre soi-même, par exemple. Donc, on va commencer à s'insulter, à se maltraiter d'une certaine manière, parce qu'on pense que c'est ce qui va résoudre le problème. Et donc, généralement, quand tu vas avoir ce comportement d'être dur envers toi-même, c'est peut-être que tu perçois un danger, que tu ressens une forme de stress, d'anxiété, d'insécurité. Et en fait, là, tout de suite, la réponse que ton système nerveux a trouvée, c'est de t'attaquer. C'est d'attaquer la part de toi qui considère être dangereuse, inadaptée, problématique. Il y a un dernier mode du système nerveux qui est le mode dorsal. Et ça, imagine l'animal qui fait le mort. C'est le mode où tu es paralysé. C'est un mode où tu es en léthargie. Tu n'as plus d'énergie. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout le sang qui est présent dans les extrémités de ton corps revient au milieu et t'as plus de jus, quoi. Ça revient au niveau du tronc, là où sont les organes vitaux, dans un but de préserver la vie, mais en même temps, si on doit perdre des membres, si on doit se faire agresser, ça fera moins mal. Donc c'est un mode d'abandon ou d'épuisement. Et ça peut arriver après longtemps qu'on est en mode survie, qu'on est en hyperactivation, parce que quand on est en hyperactivation, on crame beaucoup d'énergie. Et donc, au bout d'un moment,
ton corps, ton système nerveux, il va mettre le frein à main et il va t'arrêter. Et puis, dans cet état, tu vas ressentir de la déconnexion, de la dissociation, de la déréalisation. Tu vas avoir beaucoup de honte, de culpabilité, de démotivation. C'est un état qui est stabilisé, par exemple, quand on a de la dépression. Et là, c'est un état dans lequel on va avoir effectivement des pensées extrêmement négatives vis-à-vis de soi. Mais cette fois, elles ne sont pas agressives, elles sont juste désespérées. De toute façon, j'y arriverai jamais. De toute façon, j'ai pas les ressources. De toute façon, je suis nulle. Et donc ça, c'est une autre forme de dureté que tu pourrais éprouver vis-à-vis de toi-même. Il y a une part de toi, ton corps, ton système nerveux à ce moment-là, est dans l'abandon. Il pense que de toute façon, il n'y a pas moyen de s'en sortir. De toute façon, c'est voué à l'échec. Donc vraiment, je tenais à te dire que c'est pas que dans ta tête que ça se passe dans ton corps. Et si tu apprends à comprendre tes besoins, et notamment ce besoin de régulation du système nerveux qui est tout en bas des besoins, de la pyramide des besoins, donc c'est vraiment à la fondation, ça fait partie des besoins aussi importants que le fait de manger, que le fait de respirer, que le fait de s'hydrater. Le besoin de réguler le système nerveux, c'est ce qui fait que dans ton corps, tu arrives à trouver un équilibre et à pouvoir vivre une vie qui va être adaptée d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue cognitif, pouvoir être ancrée, présente et faire face quand il y a des challenges et te reposer avant d'être cramé. Un autre type de besoin que je vais donner aussi en exemple pour que tu aies quelque chose à te mettre sous la dent avec cet épisode quand même sur cette notion de besoins qui sont souvent pas reconnus, pas compris dans notre société, c'est les besoins affectifs. Et notamment, il y a des besoins affectifs qui sont connectés à l'attachement. L'attachement qu'on a avec d'autres personnes. Et l'attachement, en fait, c'est dans le cadre d'une relation de proximité, on s'attache et dans cet attachement, on attend que certains besoins soient nourris parce qu'ils ne peuvent être nourris que dans le lien avec l'autre. Nous sommes des animaux sociaux. Donc, dans le lien avec l'autre, qu'est-ce qu'on va avoir comme besoin? Par exemple, le besoin d'écoute, le besoin de considération, le besoin de partager des choses ensemble, le besoin de soutien, le besoin de célébration, le besoin de connexion, le besoin de confiance, le besoin d'honnêteté, le besoin de reconnaissance, le besoin de réciprocité, le besoin d'acceptation, de faire communauté. Et donc, on a plein de besoins qui sont des besoins relationnels, qui sont des besoins d'interdépendance, parce que nous sommes des animaux sociaux. Ça fait partie d'une part de notre identité, c'est une identité de groupe. Et quand on ne reconnaît pas ces besoins-là ou qu'on s'interdit de les nourrir parce qu'on est en train de reproduire des schémas qu'on a internalisés à travers nos traumas, notre histoire, nos conditionnements, bah, en fait, à ce moment-là, on va se retrouver dans des schémas de dépendance affective, dans des relations toxiques, dans des relations déséquilibrées, où on va être là à donner beaucoup, 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 et en face, la personne, bon, bah, elle s'inquiète pas plus que ça pour nous et nous apporte pas tant de soutien et d'empathie que nous, on lui en donne. Et on va accepter ça, et on va se contenter de ça, parce qu'on n'a pas bien pris en conscience que on a des besoins. Et donc, on va nourrir ce besoin d'attachement, d'interdépendance, avec ce qu'on croit qu'on a le droit ou le minimum qu'on pense possible. Alors qu'en réalité, bien sûr que tu peux avoir mieux. Et bien sûr que tu as le droit d'avoir mieux. Donc reconnais, identifie ces besoins, comprends-les. Et c'est pour ça, si jamais tu te juges et tu te condamnes d'être dans des relations qui sont déséquilibrées, il faut être à deux dans une relation. On est deux dans une relation déjà. Peut-être que toi, tu te juges de ne pas avoir osé t'exprimer assez, ou tu te juges d'avoir encore été dans un schéma qui est malsain avec quelqu'un, eh bien, comprends que il y a peut-être un besoin derrière. C'est peut-être pour ça que tu es allé vers cette personne, parce que tu crois que c'est le seul moyen de nourrir ce besoin-là. Donc, reconnaître le besoin va t'apporter plus d'indulgence, plus de compassion, plus d'empathie avec toi-même.
Et ça va te permettre de reprendre ton pouvoir. Parce qu'une fois que tu comprends que le besoin, il est là, et que dans tous les cas, ton inconscient, il va chercher à le nourrir parce que c'est nécessaire, eh bien, tu vas pouvoir prendre la responsabilité de ce besoin en conscience et commencer intentionnellement à mettre en place des nouveaux moyens de nourrir ce besoin et d'explorer comment est-ce que tu pourrais nourrir d'une manière qui soit plus en accord avec tes valeurs et qui soit plus saine. Enfin, la dernière chose que j'aimerais te transmettre dans cet épisode autour de cette notion d'être moins dur avec soi-même, c'est que l'être humain est imparfait. Il est parfaitement imparfait. Mais on vit dans une société de la surreprésentation aujourd'hui. Les réseaux sociaux, notamment les médias, nous envoient des images de ce que sont les êtres humains de façon hyper superficielle. On ne voit que des échantillons de la réalité, souvent que des choses qui sont publiquement montrables. Souvent sur les réseaux sociaux, ce sont les gens eux-mêmes qui choisissent ce qu'ils vont montrer. Donc il y a du contrôle sur ce qui est représenté. Et le problème, c'est que on va avoir une tendance à comparer ce qu'on voit des autres en surface avec ce qui se passe chez nous dans notre intimité, dans nos profondeurs. On va se dire, mais cette personne, elle est tellement confiante. Et on se dit, elle, quand elle est seule, si ça se trouve, elle est hyper confiante comme ça. Et c'est possible, mais peut-être pas. Quand on écoute des interviews de personnes qui sont dites successful, qui ont beaucoup de réussite, on se rend compte qu'elles ont aussi des moments de doute. Il y a des endroits où elles ont failli abandonner. Il y a des moments où elles se sont complètement trompées, qu'elles ont fait des erreurs, qu'elles se sont mal comportées. Et on se rend compte qu'en fait, l'être humain est beaucoup plus nuancé, paradoxal, et beaucoup moins parfait que ces images qu'on voit à travers nos écrans. Donc j'ai envie de te laisser avec cette idée-là, de ne pas comparer les succès des autres avec tes échecs, de ne pas comparer les forces des autres avec tes faiblesses, de prendre le temps de reconnaître chez les autres, chez les gens que tu admires, qu'il y a aussi des failles, qu'il y a aussi des imperfections. Et ça pourrait t'aider à accepter les tiennes et du coup à entrevoir aussi tous les endroits où tu as des forces, des talents et des succès. Que c'est pas tout blanc ou tout noir, mais que la réalité est pleine de nuances. Voilà, belle âme. Quel conseil vas-tu appliquer en priorité? Qu'est-ce qui t'a le plus parlé dans cet épisode? Le chemin de revalorisation de soi et le chemin d'une relation belle et épanouissante avec soi, c'est quelque chose qui se construit un pas après l'autre. Donc commence par choisir un endroit où tu veux commencer à cheminer ou cheminer davantage. Je vais te faire un récap de ces différents éléments qu'on a vus. D'abord, tu n'as pas à te traiter comme les personnes qui t'ont blessé. Donc, une chose que tu pourrais faire, c'est d'apprendre à identifier qu'est-ce qui appartient aux autres, qu'est-ce qui appartient à toi, pour pouvoir vivre cette diffusion et te permettre du coup de prendre ta place à toi et de pouvoir décider selon tes valeurs et tes besoins. Peut-être que pour toi, ça va être la thérapie, le focus principal, parce que tu sens que cette désintrication d'avec ce que l'autre pense ou les personnes qui t'ont blessé, c'est quelque chose qui est difficile pour toi aujourd'hui et que tu aurais besoin d'aide pour ça, de créer un espace dans lequel tu vas pouvoir déplier, dérouler, mettre à sa place chacun de ces éléments et guérir, libérer les émotions, légitimer ces différentes parts de toi qui ont été si longtemps rejetées ou abandonnées. Si c'est la thérapie pour toi, le chemin, n'hésite pas à l'emprunter pour pouvoir mieux te connaître, te comprendre et te revaloriser. Ce qu'on a vu aussi, c'était qu'il y a des besoins que peut-être tu n'as pas identifiés à l'origine de certains comportements que tu juges. Et ce que tu pourrais décider de faire aujourd'hui, c'est par exemple de chercher sur Internet une fiche des émotions et des besoins, d'aller
clarifier un petit peu ça pour pouvoir mieux comprendre, tiens, quand je ressens telle émotion ou quand j'ai tel comportement, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Et c'est pour ça que je me sens comme ça. Ou c'est pour ça que je fais cette action que je trouve désalignée. Mais en fait, c'est parce que, au fond, j'ai ce besoin-là. Donc, maintenant que je le vois, comment est-ce que je pourrais le nourrir différemment, d'une manière qui me convienne mieux et qui soit accessible aujourd'hui dans le présent? Et enfin, peut-être que toi, aujourd'hui, c'est le fait de te répéter que l'être humain est parfaitement imparfait qui va t'aider. De t'entraîner à voir chez les personnes que tu admires les endroits où elles sont pas si brillantes que là où tu avais mis le focus. Qu'il y a des endroits où elles ont des faiblesses, des défauts, et que c'est complètement naturel. Peut-être que tu pourrais aller écouter du coup des interviews, d'aller regarder des biographies et te rendre compte que dans les parcours des personnes qu'on dit extraordinaires, pleines de réussite, ces gens qu'on met sur des piédestals, de se rendre compte qu'elles ont eu aussi des difficultés, des moments de doute, de challenge. Ou peut-être que tu veux te focus sur toi aujourd'hui et que tu sens que c'est plus t'entraîner à aller observer avec curiosité tes défauts sur un pied d'égalité avec tes forces. De désacraliser, de dédramatiser ces faiblesses, ces vulnérabilités, ces moments moins glorieux et de comprendre que ça fait partie du paysage de l'être humain, que tu es un être humain avec toutes ses formes, ses nuances, ses contradictions et ses forces. Voilà, belle âme, j'espère que cet épisode t'a aidé, t'a apporté de la valeur et des clés pour pouvoir créer cette relation plus bienveillante avec toi-même. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu as des amis qui galèrent aussi avec l'estime de soi, qui ont cette tendance à se sacrifier au profit des autres et à être très durs avec eux-mêmes. Si tu veux découvrir d'autres épisodes, abonne-toi. Et moi, je te dis, prends bien soin de toi et à bientôt pour cultiver l'harmonie ensemble.